À la veille de l'indépendance de l'Angola, le pays se trouvait au bord d'un affrontement décisif. Alors que la date du 11 novembre 1975 approchait, le Front national de libération de l'Angola, le FNLA, et ses alliés massèrent d'importantes forces dans la zone stratégique de Barado Dandi et Morodakal, avec un objectif très clair, marcher sur Luanda et empêcher le MPLA de proclamer seul l'indépendant. Leur coalition incluait 3 bataillons d'infanterie zaïrois, des blindés panards, de l'artillerie lourde, des unités LNA réguliers, ainsi qu'un contingent de mercenaires portugais dirigé par le colonel Santos e Castro. Le plan d'opération était ambitieux et brutal. Bombarder les positions du MPLA, franchir le fleuve Bengo, s'emparer de Kifangondo et de Kakaako, avant de progresser vers Luanda afin d'y proclamer l'indépendance sous l'autorité de Holden Roberto. Pour le FNLA, il s'agissait d'une course contre la montre où chaque heure comptait. Cet affrontement, entré dans l'histoire sous le nom de Ntilawa Lufu, qui veut dire la bataille de la route de la mort, allait bien au-delà d'un simple engagement militaire. Il devait sceller l'avenir politique de l'Angola, déterminer qui parlerait au nom de la nation naissante et inscrire durablement le pays dans les dynamiques de la guerre froide. Une bataille préparée pendant plusieurs semaines, soutenue par des forces étrangères. Les forces en présence s'y engagèrent avec détermination, conscientes que l'issue de cette bataille déciderait du destin du pays. Tout de suite, c'est l'histoire de la bataille de Kifangondo, dépendant du destin du pays. La lutte armée en Angola prend véritablement forme avec les soulèvements du 4 février et du 15 mars 1961, marquant le début d'un long combat contre la domination coloniale portugaise. Cette résistance fut progressivement portée par 3 grands mouvements de libération, le MPLA, le FNLA et l'UNITA. Bien qu'unis par l'objectif commun de l'indépendance, ces mouvements furent rapidement confrontés à de profondes difficultés internes, à des rivalités politiques, à des divergences idéologiques qui fragilisèrent leurs actions collectives. La révolution des œillets, survenue au Portugal le 25 avril 1974, ouvrit la voie au processus de décolonisation. Cependant, loin d'apaiser les tensions, elle coïncida avec une crise majeure au sein du mouvement de libération angolais. Les pressions internes, les ambitions concurrentes et les influences extérieures contribuèrent à créer un climat propice à un conflit armé généralisé sur le territoire national. Dans ce contexte instable, les accords d'Alvor furent signés afin de mettre en place une transition politique et de préserver une coexistence entre les mouvements. Mais cette tentative de compromis ne parvint pas à enrayer la dynamique de confrontation. La suspension rapide de ces accords, suivie de la démission du haut-commissaire portugais, plongea le pays dans un vide politique, institutionnel et sécuritaire. Les forces armées des différents mouvements prirent alors le contrôle des vastes zones du territoire, tandis que le conflit s'internationalisait avec l'implication croissante de puissances étrangères. À 2 mois de l'indépendance, le retrait progressif des troupes portugaises accentua encore cette instabilité. Les FAPLA, ailes armées du MPLA, consolidèrent leur contrôle sur Luanda, de ses principaux axes d'accès. L'ELNA, aile armée du FNLA, se replia au nord de la capitale. Et les FALA, aile armée de l'UNITA, s'installèrent dans le centre-sud, tandis que d'autres groupes, notamment la faction Tipinda, furent marginalisés et dispersés. Le FNLA, initialement conçu comme un mouvement de libération nationale, fut l'un des premiers à s'affirmer politiquement dans la lutte contre le colonialisme portugais. Son implantation était particulièrement forte dans le nord et l'est du pays, région où existaient des structures sociales et politiques favorables à l'organisation de la lutte armée. Les accords d'Alvor, signés par les 3 mouvements et la puissance coloniale, instaurèrent un cadre de coexistence, mais qui était fragile. Mais sur le terrain, chaque organisation poursuivait son propre agenda militaire et politique, occupant des territoires correspondant à ses zones d'influence et à ses centres de pouvoir. Dès 1974, le FNLA entreprit le retour de ses cadres et de ses forces depuis l'ancienne République du Zaïre, où se trouvait son quartier général politique, administratif et militaire. Cette opération fut d'abord dirigée par Hendrik Valneto, puis par Angola Kabambo, beau-frère de Holden Roberto, entouré de plusieurs figures du mouvement telles que Johnny Pinnock, Milton Ladao, Paolo Tuba, Miranda et le docteur Abrigada, ainsi que de nombreux militants déjà présents sur le territoire angolais. Après son expulsion de Luanda en 1975, le FNLA s'efforça de reconstituer ses forces, dans l'objectif de reprendre la capitale avant le 11 novembre, date prévue pour la proclamation de l'indépendance par le MPLA. Son but était explicite, empêcher le MPLA de s'imposer comme l'unique autorité nationale, intimider la population de Luanda et reprendre l'initiative politique. Pour atteindre cet objectif, le FNLA mit sur pied une coalition composite,
regroupant ses propres unités armées, ELNA, des troupes zaïroises fournies par le régime de Mobutu, des mercenaires portugais ainsi qu'un appui en artillerie sud-africain. Face à cette menace, le MPLA, mieux organisé militairement et bénéficiant du soutien décisif des forces cubaines, réussit à se préparer face à l'avancée ennemie et à sécuriser les accès de Luanda, rendant ainsi possible la proclamation de l'indépendance du 11 novembre 1975. À la fin du mois d'octobre, les FAPLA estimèrent que les FNLA préparaient une nouvelle offensive depuis la région de Kifangondo, où plus de 1200 combattants de l'ELNA, appuyés par des blindés et des troupes zaïroises, avaient été regroupés. Dans le but de prévenir une attaque surprise, une offensive préventive fut lancée le 23 octobre 1975. Mais elle échoua rapidement en raison d'un manque de coordination et de préparation, forçant les unités engagées à se replier dans la confusion. Sur recommandation des conseillers cubains, les FAPLA adoptèrent alors une posture défensive renforcée, s'installant sur une crête dominant un étroit corridor bordé de zones marécageuses. Cette position stratégique permit de repousser plusieurs assauts de l'ELNA, notamment ceux du 23 octobre et du 5 novembre à 7 heures, malgré l'utilisation massive de mortiers et de véhicules blindés par les forces adverses. Face à cette résistance, le FNLA sollicita un renforcement de son appui-feu, incluant de l'artillerie lourde et un soutien aérien sud-africain, bien que ces moyens se heurtèrent à d'importantes contraintes techniques. Parallèlement, une tentative d'ouverture d'un axe alternatif depuis Carmona fut neutralisée par une contre-offensive conjointe cubano-angolaise, permis de sécuriser des points stratégiques essentiels. À la suite de ces revers successifs, le FNLA renonça à toute stratégie d'offensive et concentra désormais l'ensemble de ses efforts sur l'axe principal, reliant Kasixto à Luanda. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de janvier 1975, la situation angolaise entra pleinement dans le champ des préoccupations stratégiques des grandes puissances. La CIA commença alors à analyser en profondeur l'évolution du conflit. Lors d'une réunion du comité des 40, il fut décidé d'accorder une aide financière de $300 000 à Holden Roberto, chef du FNLA. En revanche, une allocation mensuelle de $100 000 destinée à Jonas Savimbi fut rejetée, principalement afin de rassurer le président zaïrois Mobutu Sese Seko quant à la priorité accordée par Washington au FNLA. Durant l'hiver 1975, la CIA poursuivit néanmoins son appui discret à l'UNITA. Au printemps, le soutien américain s'élargit progressivement aux deux mouvements, bien que de manière limitée, essentiellement sous la pression de Mobutu et du président zambien Kenneth Kaunda. Sans approbation formelle du Congrès, la CIA canalisa ainsi près de $50 millions vers le FNLA et l'UNITA, principalement par l'intermédiaire du Zaïre, renforçant de facto leurs capacités militaires. Face à cette implication croissante des États-Unis et de leurs alliés régionaux, le camp du MPLA bénéficia d'un soutien de plus en plus affirmé du bloc socialiste. Présente aux côtés du MPLA depuis les années 1960, Cuba entama l'envoi des forces significatives vers Luanda à partir du 25 juillet 1975. Dans le même temps, l'Afrique du Sud engagea ses premières troupes le 11 août, officiellement pour protéger le complexe hydroélectrique stratégique du Kunene. Mais cette intervention marqua le début d'une implication militaire directe dans le conflit angolais. En octobre 1975, la Havane reconnut publiquement l'existence d'une présence militaire substantielle en Angola. Selon Carlos Rafael Rodriguez, vice-premier ministre cubain, cet engagement devint significatif. Dès la désintégration progressive des accords d'Alvor, Neto nous demanda alors des conseillers et nous envoyâmes 230 militaires en Angola, qui établirent 4 centres de formation pour les combattants angolais. Après l'intervention sud-africaine, ajouta-t-il, Agostinho Neto sollicita un renforcement de l'aide cubaine et fut rapidement accordé. À l'ONU, le représentant cubain Ricardo Quazeda précisa que des instructeurs arrivèrent dès octobre, tandis que la décision d'envoyer des troupes de combat fut officiellement prise le 5 novembre 1975. Cette montée en puissance cubaine s'accompagna d'un flux croissant d'armements soviétiques, de plus en plus sophistiqués. Soucieuse d'éviter une confrontation directe avec les États-Unis, l'URSS préféra déléguer l'essentiel de l'engagement humain à Cuba, tout en fournissant un soutien logistique et matériel massif. Les liens historiques, idéologiques et politiques unissant Cuba, l'Union soviétique et le MPLA expliquaient la cohérence de cette stratégie. Parallèlement, l'intervention sud-africaine s'intensifia. Le 9 août, les unités sud-africaines occupèrent la région du complexe hydroélectrique du Kunene. Début septembre, à la suite d'une attaque menée par la SWAPO, Pretoria lança des opérations de type recherche et destruction, plus profondément en territoire angolais. Les forces sud-africaines acceptèrent également d'entraîner des unités de l'UNITA et des forces FNLA Tipenda dans 2 camps situés au sud du pays.
Le 14 octobre 1975, une force composite regroupant les troupes sud-africaines, des éléments du FNLA Tshipenda, de l'UNITA et des paramilitaires portugais de droite lança une offensive majeure depuis la frontière namibienne, en direction de Luanda, connue sous le nom d'Opération Zulu. Grâce à l'emploi intensif d'hélicoptères et de véhicules blindés, la résistance du MPLA fut initialement dispersée, permettant une avancée rapide vers le nord. À l'approche de l'indépendance, le MPLA se retrouva ainsi pris dans un étau stratégique, menacé à la fois par les forces du FNLA au nord du pays, par la progression sud-africaine au sud. Toute perspective de compromis politique devenait irréaliste. Le Portugal avait évacué l'essentiel de ses troupes. Les tentatives de médiation de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, et de plusieurs chefs d'État africains avaient échoué, tandis que les superpuissances alimentaient le conflit en argent, en armes et en or. La guerre coloniale touchait à sa fin. Une guerre civile pour le contrôle du pouvoir politique s'ouvrait désormais. À la mi-octobre 1975, face à l'effondrement des accords de transition et à l'intensification des offensives adverses, le MPLA prit la décision de s'emparer du pouvoir lors de l'indépendance. L'Union soviétique fit alors savoir, par une note adressée au président de l'OUA, Idi Amin Dada, qu'elle reconnaîtrait le MPLA comme gouvernement légitime de l'Angola. Cette annonce suscita de vives réactions sur le continent africain. Le Daily Nation de Nairobi dénonça une initiative qui risquait d'imposer le marxisme au peuple angolais, avant qu'il ne puisse décider librement de son avenir. Au début du mois de novembre, Luanda plongea dans une atmosphère d'extrême tension. Des affrontements sporadiques furent signalés dans la capitale, tandis que le MPLA imposa un strict contrôle de l'information, cessant de publier les communiqués militaires et expulsant 14 journalistes étrangers. Le 7 novembre, le mouvement prit le contrôle du port de Luanda et commença le déchargement de matériel militaire lourd, comprenant des canons anti-aériens, des batteries de missiles et de nombreux véhicules logistiques, renforçant considérablement sa capacité défensive. Dans une ultime tentative de conciliation, Idi Amin convoqua une réunion à Kampala, réunissant les trois mouvements dans l'espoir de former un gouvernement de conciliation nationale. Toutefois, la rapidité des événements sur le terrain rendit cette initiative sans effet. Pendant que les négociations échouaient, le MPLA menait une opération défensive efficace contre l'offensive du FNLA venant du nord, consolidant ainsi son contrôle sur Luanda et préparant les conditions politiques et militaires nécessaires à la proclamation de l'indépendance. Dans le contexte d'une guerre désormais ouverte, l'Union soviétique considéra le MPLA comme le seul gouvernement angolais légitime. Assiégé par ce qu'elle qualifiait d'intervention étrangère, Moscou accusa ouvertement les États-Unis, la Chine et l'Afrique du Sud de mener une agression contre l'Angola indépendant. Cette position suscita des inquiétudes au sein de plusieurs États africains, notamment le Kenya, la Zambie, le Nigeria et l'Ouganda, ce dernier allant jusqu'à rompre ses relations diplomatiques avec l'URSS. Le soutien soviéto-cubain au MPLA devint rapidement visé. À l'occasion des célébrations de l'indépendance, environ 1200 soldats cubains furent déployés en Angola. Dès la fin du mois de novembre, les autorités portugaises estimaient leur nombre à près de 4000 hommes. Le Mozambique, solidaire du MPLA, envoya également 250 vétérans de la Frelimo, renforçant symboliquement et militairement le Comprom MPLA. Malgré ce renforcement rapide, la coalition FNLA-UNITA, et plus particulièrement la colonne UNITA sud-africaine, enregistra d'importants succès dans le sud du pays. En l'espace de 3 semaines, ses forces parcoururent plus de 960 km, s'emparant de Benguela et de Lobito, et se préparant à attaquer Novo Redondo, menaçant directement le dispositif du MPLA sur la côte atlantique. Parallèlement, l'URSS intensifia ses livraisons d'armement au MPLA, incluant près de 200 chars T-54 et d'importantes quantités de matériel acheminés par voie aérienne. Toutefois, le manque d'équipage formé laissait supposer que ces équipements seraient opérés par des Cubains, des conseillers soviétiques. Le conflit prenait ainsi clairement la forme d'une guerre par procuration, caractérisée par l'emploi d'armements modernes, largement disproportionnés par rapport au niveau d'entraînement des forces angolaises. Plusieurs groupements opérationnels furent alors déployés. La Task Force Zulu, TFZ, forte d'environ 1000 hommes, rassemblait des unités de Bushman, d'anciens militaires portugais, ainsi qu'un bataillon de LNA, entraîné par la SADF, la force de défense sud-africaine. De son côté, la Task Force Foxbat était majoritairement composée de forces UNITA Fala, renforcées par des armées lourdes et des blindés sud-africains. Le 14 octobre 1975, la Task Force Zulu entra en Angola, tirant parti de l'effet de surprise, d'une mobilité élevée et d'un appui blindé efficace. Elle s'empara rapidement de Pereira de Echa, en Giva actuellement,
puis de Zanongo, marquant ainsi le début de l'intervention militaire directe et assumée de l'Afrique du Sud dans la guerre civile angolaise. Le 22 octobre, Pretoria renforça son dispositif en acheminant par avion un escadron supplémentaire de blindés Elan vers Quito, où ils rejoignirent la Task Force Foxbat. Initialement chargée de la défense de Huambo et des axes routiers environnants, cette force reçut rapidement l'ordre de progresser vers la côte afin de constituer le bras oriental d'une manœuvre en tenaille, coordonnée avec l'avance de la TFZ depuis le sud. À partir du 25 octobre, la Task Force Foxbat lança son offensive vers l'ouest. Elle s'empara de Balombo, puis repoussa violemment, le 26 octobre, les forces du FAPLA à Limboali, leur infligeant de lourdes pertes. Après avoir contenu plusieurs tentatives de contre-attaque visant Huambo, elle accéléra sa progression début novembre vers Lobito, dans le but de couper la retraite des unités du MPLA. Grâce à un avion léger récupéré par l'UNITA, la Task Force Foxbat repéra et contourna une position défensive importante du FAPLA, à Kaluita, qu'elle détruisit par un tir concentré de ses armes lourdes, causant de nombreuses pertes. Ce succès fut toutefois assombri par la perte de l'appui aérien, l'avion de reconnaissance s'écrasant le 28 octobre. De son côté, la TFZ poursuivit son avancée vers Lubango, quartier général du front sud du FAPLA. Après avoir franchi plusieurs embuscades et repoussé une contre-attaque limitée dans la nuit du 23 au 24 octobre, elle lança l'assaut principal le lendemain. Tandis qu'un groupement attaquait l'aéroport, un autre contournait la ville pour s'emparer des hauteurs dominantes et couper la route menant à Namibie. La Task Force Zulu poursuivit immédiatement son offensive vers le port de Namibie, rapidement conquis face à une résistance limitée. Les Sud-Africains mirent alors la main sur un butin considérable avant de revenir vers Lubango, en vue de reprendre leur progression vers le nord. Le succès de cette offensive s'explique par une supériorité écrasante en puissance de feu, une grande mobilité, une coordination efficace entre infanterie et blindés, ainsi qu'un excellent usage du renseignement, notamment l'interception des communications ennemies. A l'inverse, le FAPLA souffrait d'un manque criant d'armes lourdes, de munitions et de personnel qualifié, rendant la chute de Lubango inévitable, malgré les ordres de tenir la ville à tout prix. La perte de Lubango et de Namibie alarma profondément le commandement du FAPLA et ses conseillers cubains, qui prirent alors la mesure réelle de l'intervention sud-africaine. En urgence, 2 bataillons encore en formation à Benguela, accompagnés de leurs instructeurs cubains, furent mobilisés. Le 30 octobre 1975, l'un de ces bataillons marcha vers Kateng, avec pour mission d'établir une position défensive destinée à bloquer l'avance ennemie vers Benguela. Contrairement aux pratiques habituelles du FAPLA, les conseillers cubains décidèrent d'installer la défense en retrait de la localité, sur un axe clé en aménageant des positions fortifiées, mais soigneusement dissimulées. Le 2 novembre, la Task Force Zulu entra à Katenge sans opposition. Les compagnies sud-africaines se déployèrent alors pour reconnaître les axes menant vers Huambo et Benguela. Vers 9h, lorsque la compagnie C, renforcée par des blindés Elan et des mortiers de 81 mm, s'approcha du pont, le FAPLA et ses instructeurs cubains déclenchèrent un feu massif avec l'ensemble de leurs moyens disponibles. La majorité des troupes de l'ELNA paniquèrent et se replièrent vers Katenge, seule une quarantaine d'hommes restant au contact. Les blindés Elan et les mortiers sud-africains ripostèrent, tandis que les renforts importants furent rapidement engagés. Grâce à une puissance de feu écrasante, les mortiers sud-africains neutralisèrent successivement les équipes de mortiers et les canons sans recul du FAPLA. Dans les après-midi, les compagnies d'assaut atteignirent les tranchées ennemies au sommet de la colline, repoussant plusieurs contre-attaques désorganisées. À 18h, la position était entièrement sécurisée. Pendant ce temps, un large mouvement de débordement permit aux Sud-Africains de se placer à l'arrière des forces angolaises et cubaines en repli, leur infligeant de nouvelles pertes. Une grande partie du dispositif du FAPLA fut dispersée et plusieurs instructeurs cubains se retrouvèrent isolés. Sur un contingent de 35 à 40 Cubains, entre 4 et 8 furent tués et 7 blessés. Le FAPLA reconnut la perte de 723 hommes tués lors des batailles de Katenge et de Kaluita, survenues le même jour. Sans ralentir son avancée, la Task Force Zulu reprit sa progression vers Benguela. Le 4 novembre, elle submergea le CIR 2 à la périphérie de la ville, ainsi que l'aéroport, avant d'être temporairement clouée sur place par des renforts du FAPLA, appuyés par plusieurs lance-roquettes grade 1P installés dans les collines environnantes. Toutefois, la situation devint rapidement intenable pour le FAPLA, d'autant plus que la Task Force Foxbat avançait simultanément vers Lobito, menaçant de couper toute retraite vers le nord.
Lorsque les forces sud-africaines investirent le port de Benguelas le 5 novembre, elles constatèrent que l'essentiel de la garnison avait déjà évacué la zone. De même, lorsque la Task Force Zulu atteignit Lobito le lendemain, la ville fut retrouvée quasiment sans défense, consacrant l'un des succès militaires les plus spectaculaires de l'intervention sud-africaine en Angola. Le 6 novembre, la force mit en place des embuscades sur l'axe Lobito-Sumbi, détruisit plusieurs convois du FAPLA en retraite, puis s'empara de Sumbi le lendemain, où elle fit jonction avec la Task Force Zulu, consolidant ainsi les gains de l'offensive sud-africaine. Il faut retenir que depuis la fin du mois d'octobre 1975, la situation militaire devint critique pour le MPLA. Les renseignements confirmaient que l'ELNA préparait une percée décisive depuis Kifangondo, tandis que les défaites successives de Katenge, puis la perte de Benguela et de Lobito, provoquèrent un véritable choc au sein de la direction politique et militaire angolaise, ainsi que parmi les conseillers cubains du MMK. Jusqu'alors considéré comme secondaire, le Front Sud s'était brutalement transformé en menace existentielle, révélant l'ampleur réelle de l'intervention sud-africaine, longtemps sous-estimée, faute de renseignements fiables. En effet, jusqu'à la chute de Benguela, les forces cubaines n'avaient pas identifié avec certitude la présence d'éléments réguliers de la SADF au sein des colonnes ennemies. Dès lors, Luanda se retrouva menacé sur deux axes simultanés, au nord par l'ELNA et des forces zaïroises, au sud par les colonnes sud-africaines. Cette situation alarma profondément la direction du MPLA. Lors de la réunion du bureau politique du 3 novembre 1975, l'hypothèse d'un repli stratégique de Luanda vers Cabinda fut même évoquée, signe de la gravité du moment. Pour éviter donc une telle catastrophe, la direction angolaise décida de solliciter un renforcement massif et immédiat de l'aide cubaine. À la Havane, la surprise fut totale, parce que jusqu'au 1er novembre, les rapports transmis par le MMK avaient dressé un tableau excessivement optimiste de la situation, conséquence directe de l'absence d'informations sur l'engagement sud-africain. Désormais, Cuba n'avait plus d'alternative. Un échec en Angola aurait signifié non seulement la perte du MPLA, mais aussi un revers stratégique majeur, une atteinte sévère au prestige international du régime cubain. Dès le lendemain, Fidel Castro et son cercle rapproché prit une décision historique, le lancement d'une intervention militaire majeure, destinée à sauver le gouvernement du MPLA. Cette opération reçut le nom du Code Carlota, en hommage à une esclave afro-cubaine ayant dirigé une révolte à Matanzas en 1843, symbole de résistance et de sacrifice. Pendant ce temps, du côté du FNLA, les préparatifs de l'assaut final contre Luanda s'intensifièrent. Le 5 novembre, les forces d'attaque furent concentrées autour de Morodakal. Elles comprenaient des unités de LNA, le Corpo Expedicionario, un bataillon zaïrois appuyé par leurs blindés habituels AML 90 et AML 60. Une nouveauté importante renforçait ce dispositif, l'arrivée de deux canons nord-coréens de 130 militaires servis par des artilleurs zaïrois. Entre Morodakal et le Moro de Kifangondo, deux points de passage étaient cruciaux, les ponts de Pangila et de Kifangondo. Conscientes de l'importance de ces axes, les forces du FAPLA avaient piégé les deux ouvrages, avec des explosifs, prêts à les détruire en cas de percée ennemie. À l'aube du 7 novembre, le CE s'empara du pont de Pangila et parvint, malgré des contacts ennemis, à neutraliser les charges explosives. L'ELNA suivit immédiatement, avançant avec une confiance excessive, et sans attendre que l'artillerie neutralise les positions défensives solidement établies sur le Moro de Kifangondo et le long du cours d'eau. Contrairement aux attentes du FNLA, les défenseurs étaient bien retranchés, abondamment dotés en armes légères et anti-chars. L'artillerie zaïroise par contre échoua à remplir son rôle. Dès le premier tir, un canon explosa, tuant plusieurs servants dont le commandant. Profitant de cette défaillance, les défenseurs de Kifangondo déclenchèrent un feu nourri sur les troupes du FNLA, exposées en terrain découvert. Malgré de lourdes pertes, certaines unités tentèrent de tenir leur position. Toutefois, l'engagement désordonné des blindés et des camions zaïrois sur la même route transforma rapidement l'attaque en déroute. Sous un feu intense, la colonne se disloqua et reflua en panique vers Morodakal. Cet échec du 7 novembre aurait dû servir d'avertissement. Pourtant, l'obsession d'entrer dans Luanda avant le 11 novembre, afin d'empêcher le MPLA de proclamer l'indépendance, empêcha le haut commandement du FNLA d'analyser lucidement le problème tactique fondamental. Faire progresser plus de 2000 hommes et des dizaines de véhicules sur une route droite, étroite, coupée par deux ponts, face à une défense résolue à se battre jusqu'au bout. Une aide inattendue vint alors d'Afrique du Sud, qui fournit 3 canons de 140 mm, capables de rivaliser avec les roquettes de 122 mm du FAPLA et de leurs conseillers cubains. En réponse,
Durant la nuit du 8 au 9 novembre, les défenseurs de Kifangondo reçurent un renfort décisif. 5 batteries de lance-roquettes BM-21. Le 9 novembre au matin, les pièces sud-africaines de 140 mm et un nouveau canon nord-coréen de 130 mm furent installés à Morodakal. Durant toute la journée du 9 novembre 1975, la colonne zaïroise bombarda intensivement les positions des Fapla à Kifangondo. Les forces ennemies étaient concentrées sur la colline d'Akal, à quelques kilomètres seulement des lignes défensives du MPLA. Le 10 novembre à 5 h du matin, 2 avions à réaction de type bombardier vont attaquer les positions des Fapla sur la colline de Kifangondo. Volant à haute altitude, sous une pluie fine et avant le lever du soleil, les appareils manquèrent alors leurs objectifs. Vers 6 h, les positions des Fapla furent soumises à un bombardement d'artillerie, particulièrement intense, qui se poursuivit jusqu'à midi. C'est alors que les commandants du MPLA localisèrent la colonne ennemie, descendant la colline de Kal. Plus de 2000 hommes, précédés de véhicules blindés. Le chef d'état-major de la 9e brigade, le commandant Dalou, commença à s'inquiéter. Lors des attaques précédentes, l'ennemi mettait beaucoup plus de temps à atteindre la route. Ce jour-là, il progressait rapidement, sans aucune précaution apparente. Le commandant Dozi, qui dirigeait la brigade, ordonna à l'artillerie d'ouvrir le feu dès que le premier blindé s'approcherait du pont, à un peu plus de 200 mètres de la colline où étaient positionnés les lance-roquettes multiples, surnommés les orgues de Staline, ou Monakasito. L'ennemi ignorait que les forces du MPLA avaient saboté le pont et qu'il ne pourrait jamais entrer à Luanda par cet axe. Lorsque le premier blindé s'engagea dans une légère courbe avant le pont, les Fapla ouvrirent le feu pour la première fois depuis le début des bombardements aériens. Les 3 premiers blindés furent immédiatement mis hors de combat. L'infanterie zaïroise, mal protégée, fut accueillie par un mur de feu dévastateur. Le combat fut bref, désorienté. Les forces ennemies se replièrent dans la panique. En un peu plus de 2 heures, plus de la moitié de leurs effectifs furent neutralisés, laissant derrière eux d'énormes quantités de matériel militaire. Plusieurs prisonniers furent capturés, parmi lesquels des soldats de l'APL, des mercenaires et des militaires zaïrois. Dans les blindés abandonnés, les Fapla découvrirent des sacs de vêtements civils, souvent des costumes de cérémonie. Les occupants prévoyaient de se changer pour participer aux festivités de l'indépendance. Un prisonnier confirma d'ailleurs cette intention. Tôt le matin, l'hélicoptère de Holden Roberto avait atterri sur la colline de Kal. L'état-major de l'ELNA réunit les troupes et annonça que, dans l'après-midi, le chef de l'UPA serait à Luanda, à minuit pour recevoir le pouvoir. Les soldats reçurent 5000 escudos portugais, chacun, à dépenser dans la capitale après l'indépendance. La bataille de Kifangondo ne prit finalement fin que lorsque le dernier soldat zaïrois, le dernier combattant de l'APL, le dernier mercenaire quittèrent le territoire angolais. La 9e brigade se lança à la poursuite de l'ennemi, qui détruisait les ponts pour ralentir son avancée. Le commandant Dondi expliqua que le principal obstacle était la brume épaisse, transformant route et terrain en immenses bourbiers. Dans leur fuite, les Zaïrois et les mercenaires sabotèrent des dizaines de ponts et coupèrent de nombreux autres. Malgré cela, les Fapla poursuivirent leur progression et les villes tombèrent presque sans combat. Libongo, Kaxito, Ombrise, Ombrizete, Negagé et Uidje. Uidje, capitale proclamée de l'UPA, tomba 2 jours seulement après que son chef suprême eut proclamé l'indépendance. Depuis leur position en hauteur, le capitaine Ndalo et ses conseillers cubains avaient ordonné de retenir le feu jusqu'à ce que la colonne ennemie soit entièrement engagée sur la route. À midi, l'ordre fut donné d'ouvrir le feu simultanément. Une pluie de roquettes, d'obus et d'éclats s'abattit sur les véhicules et les soldats marchaient sur la chaussée. Les pertes furent sévères, les camions et blindés furent demi-tours en écrasant leurs propres troupes. Et l'attaque se transforma en une débandade généralisée, rapidement dominée par la panique. À 16 h, les artilleurs sud-africains se replièrent vers Kassito, puis furent évacués par hélicoptère depuis Ombrise. À la tombée de la nuit, le FNLA et ses alliés zaïrois avaient abandonné la zone des opérations. Dans les mois qui suivirent la défaite du 11 novembre 1975, le LNA se retira progressivement. Appuyés par des blindés lourds et une artillerie puissante, les Fapla et les forces cubaines reconquirent sans difficulté l'essentiel du territoire contrôlé par le FNLA. La résistance effective se limita à quelques dizaines d'hommes du CE et à 2 groupes d'unités régulières formés par les Portugais. Malgré l'écrasante supériorité adverse, certaines de leurs positions ne furent jamais prises de front, les forces angolo-cubaines préférant les contourner. La bataille de Kifangondo, souvent appelée la bataille de la route de la mort, avait définitivement scellé le sort militaire du FNLA et permis au MPLA de proclamer l'indépendance de l'Angola en position de force, ouvrant une nouvelle phase du conflit, celle de la guerre civile prolongée.
Le MPLA comprit qu'en maintenant le contrôle ferme de Luanda jusqu'au jour de l'indépendance, les autres mouvements seraient marginalisés. À midi, le 10 novembre, le dernier haut commissaire portugais, l'amiral Leonel Cardoso, descendit le drapeau portugais et remit le pays au peuple angolais. Le MPLA proclama la République populaire d'Angola, dirigée par Agostinho Neto, immédiatement reconnue par l'URSS, Cuba, le Brésil, le Mozambique, le Congo-Brazzaville et la Guinée. Les États-Unis refusèrent la reconnaissance et réclamèrent un cessez-le-feu. Le 11 novembre, la République populaire démocratique d'Angola fut proclamée par la fusion FNLA-UNITA avec Ouambo comme capitale provisoire. La bataille de Kifangondo constitue l'acteur fondateur de la survie du MPLA et l'indépendance angolaise. Mais elle est aussi le reflet direct d'une décision politique majeure prise par la Havane. Elle ne fut pas seulement une victoire militaire du MPLA et de FAPLA, mais également le premier succès stratégique majeur de l'intervention cubaine en Afrique, décidé personnellement par Fidel Castro. Face à l'effondrement imminent de Luanda et à l'intervention combinée du FNLA, du Zaïre, de l'Afrique du Sud et de soutiens occidentaux, Fidel Castro choisit d'intervenir sans attendre l'aval soviétique, en assumant pleinement les risques militaires et diplomatiques, car conscient de l'enjeu historique et politique que cela engageait. La bataille de Kifangondo, avec pour conséquence l'élimination du FNLA et surtout la proclamation de la République dirigée par Agostinho Neto, posait les bases de la guerre civile angolaise. Sujet d'un prochain épisode.